matin de Noël 1941, les pilotes du groupe des volontaires américains se précipitent à bord de leur chasseur Curtiss P-40. Des bombardiers japonais viennent d'être repérés alors qu'ils se dirigent vers Rangoon, où un stock d'approvisionnement allié attend d'être transféré en Chine. Depuis 2 ans déjà, des raids de bombardement similaires ont sévèrement endommagé ce dépôt. La minuscule force aérienne chinoise, équipée de vieux avions, ne peut résister aux appareils japonais ultramodernes. Ces raids sont généralement des victoires faciles pour les Japonais. Mais en ce jour de Noël, les choses vont se passer différemment. C'est la première mission du groupe des volontaires américains, les célèbres Flying Tigers, les tigres volants. Avec l'aide de la Royal Air Force, ils vont terroriser les Japonais. Au cours des semaines suivantes, une série de succès va inscrire à jamais les tigres volants et leur Curtiss P-40 dans l'histoire de l'aviation. Mais le P-40 n'a pas seulement servi les tigres volants, il a également offert sa robustesse aux Alliés à travers le monde. Sans aucune innovation technologique particulière, l'appareil est déjà démodé le jour de son premier vol. Pourtant, beaucoup de pilotes ne jurent que par lui, et tous sont impressionnés par ses performances. Ils avaient plusieurs qualités. Une vitesse et une maniabilité suffisantes et une excellente robustesse qui leur permettait d'endurer beaucoup de choses. Le P-40 s'est imposé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était un avion respecté, tout le monde le sait. Ils ont combattu dans le désert d'Afrique du Nord avec une grande efficacité. Ils ont combattu dans le Pacifique, dans les Aléoutiennes. Ils s'entraînaient partout. Le P-40 était disponible. C'était le chasseur fabriqué en plus grand nombre à l'époque. Et malgré ses défauts, c'était un avion remarquable. Malheureusement, la firme Curtiss pense avant tout à engranger des bénéfices, au lieu de mettre au point des appareils plus modernes, ce qui entraîne la disparition de la division avion chez Curtiss. Le P-40 est aussi un exemple du vieillissement d'une entreprise. La firme Curtiss était alors le plus gros constructeur de chasseurs depuis de très nombreuses années. Ils préféraient tirer le maximum de leurs modèles pour remplir les caisses. Il est beaucoup moins cher d'exploiter des modèles préexistants plutôt que de retourner sur la planche à dessin pour créer un nouvel appareil, et c'est aussi un peu moins risqué. Ils étaient donc très satisfaits de pouvoir transformer leur P-36 en P-40, en changeant juste le moteur et quelques détails. Résultat, un avion dont la conception datait de 1936 a combattu jusqu'en 1945. Le Curtiss P-40 est le dernier chasseur à porter le nom d'un des grands aviateurs américains. Son histoire permet de savoir comment le nom de Glenn Curtiss a été associé à la production aéronautique bien après que celui-ci ait quitté l'aviation. Grâce à l'avènement du P-40, la firme Curtiss devient le plus gros constructeur d'avions de combat aux États-Unis. Mais lorsque les chaînes de production de l'appareil s'arrêtent, le nom de Curtiss disparaît à jamais de l'industrie aéronautique. Dans le petit cercle extrêmement compétitif des avions de chasse, la technologie du Curtiss est largement dépassée par rapport à celle de ses concurrents. Pourtant, le P-40 a extrêmement bien servi les Alliés. Le succès de l'appareil a entraîné la disparition de ce grand nom de l'aviation américaine dans le domaine prestigieux des appareils de combat. Aucun autre avion, dans toute l'histoire de l'aéronautique,
n'évoque plus la contradiction. Dès 1904, Orville Wright disait « Nous avons l'intention de fournir d'abord des machines aux militaires avant de pénétrer le marché civil. » Les progrès technologiques, a fortiori dans le domaine aéronautique, sont toujours étroitement liés aux besoins militaires. Les constructeurs d'avions rivalisent alors pour fabriquer l'avion le plus rapide et le plus robuste, et ce, dès les premiers aviateurs. Les frères Wright ont non seulement dû construire le premier avion, mais il leur a fallu aussi consacrer beaucoup de temps et d'énergie à convaincre que ces machines pouvaient avoir un usage militaire. Ils ont démontré aux militaires américains qu'un avion pouvait transporter 2 personnes avec un moteur fiable. Ils sont ensuite partis à la conquête de l'Europe, où les pouvoirs publics ont immédiatement compris les avantages militaires de leur invention. Mais un autre Américain, Glenn Curtiss, concurrence les frères Wright sur leur propre terrain avec ses nouvelles machines. Il est le premier à construire et à faire voler un appareil juste après les frères Wright. Il se fait connaître en démontrant en public les qualités de sa machine. En 1908, il réussit le premier vol de plus d'1 mile, 1,6 km, et reçoit l'American Science Award. Il participe à de nombreuses compétitions et enchaîne les succès dans les concours de vitesse et d'endurance. Mais les frères Wright, eux, ne sont que très rarement présents lors de ces événements. Lors du grand meeting de Reims en 1909, Curtiss acquiert une renommée internationale en étant le seul Américain à participer aux compétitions de vitesse. Les frères Wright ont un moment pensé faire une apparition surprise dans la compétition, mais ils se sont ravisés. La foule européenne assiste donc à la performance. Glenn Curtiss établit son record de vitesse, 75,6 km/h. Curtiss est persuadé qu'il sait maintenant construire l'avion le plus rapide. Il sait aussi que les militaires vont donc s'intéresser à ces machines. Mais la jubilation de Curtiss est de courte durée. Alors qu'il est encore à Reims, l'agent européen des frères Wright lui annonce qu'il l'attaque en justice pour usage illégal de brevets. Pendant quelques années, les procès entre les deux grands pionniers vont pratiquement arrêter tout progrès de l'aviation américaine. En 1912, Wilbur Wright meurt victime de la typhoïde. Deux ans plus tard, sous le poids de ses ennemis judiciaires, Orville Wright vend son entreprise et son nom. Curtiss continue à fabriquer des avions, mais ne parviendra jamais à surmonter la perte d'enthousiasme occasionnée par ses nombreux procès avec les frères Wright. Bien que son Jenny soit le seul avion américain utilisé par les États-Unis pendant la Première Guerre mondiale, il ne sert en fait qu'à l'entraînement. Comme Orville Wright, Curtiss finit par vendre son entreprise et son nom. Au terme de fusion et de rachat de parts, les noms de Curtiss et de Wright se retrouvent sous l'égide d'une seule et même holding. La firme Curtiss, cependant, continue indépendamment à fabriquer des avions et au milieu des années 30, elle est prête à contrôler totalement le marché des avions de chasse. L'invasion de l'Éthiopie par l'Italie en 1935 choque l'opinion mondiale et donne à réfléchir à l'industrie aéronautique. Les militaires italiens, relativement bien armés, sont impatients d'essayer les stratégies de combat aérien élaborées pendant la Première Guerre mondiale avec des avions modernes. Ils utilisent leurs appareils pour d'autres missions que l'observation. En larguant des explosifs et en tirant du cockpit, ils démontrent que les avions modernes peuvent être employés efficacement de manière offensive dans un conflit armé. Les dirigeants éthiopiens font connaître au monde entier les horreurs infligées par l'aviation italienne. Les hommes d'État savent maintenant que l'avenir de la guerre est aérien. Tandis que la firme Curtiss travaille dur pour mettre au point un chasseur moderne capable de faire bonne figure face au tout dernier modèle européen, la référence en la matière est le Boeing P-26.
Le P-26 est considéré comme un avion de transition entre anciens et nouveaux types d'appareils. Entièrement métallique, il a une envergure de 8,50 m, seulement 1,50 m de plus que le fuselage, et reçoit un moteur Pratt & Whitney de 600 chevaux qui le propulse à 370 km/h. Déterminés à se faire une place de choix sur le marché des avions de chasse, les bureaux d'études de Curtiss entament le développement de leur propre chasseur, le P-36. Avec le P-36, Curtiss tente de revenir dans le marché des chasseurs. La firme a été consternée de perdre le dernier appel d'offres remporté par Boeing avec le P-26. Ils ont été encore plus surpris de voir un nouveau constructeur, comme Seversky, proposer le P-35 et remporter un appel d'offres. Ils ont donc engagé un certain Donovan Berlin, un type formidable, un très bon ami aujourd'hui disparu, pour concevoir un nouveau chasseur, le Curtiss P-36, modèle 75. Il a créé un avion excellent pour l'époque. Curtiss n'avait encore jamais fabriqué d'avion à train escamotable. C'était le premier. Il était entièrement métallique. Ils en avaient déjà construit, mais il n'était pas très fiable. Il avait conçu une aile aussi solide qu'un pont. Un énorme pont avec un longeron qui traversait toute la voilure. Elle était extrêmement solide. Elle était aussi très très lourde. Une des faiblesses de l'aviation américaine, c'était la motorisation. Nos moteurs marchaient bien, ils étaient fiables, mais ils ne délivraient pas la puissance nécessaire. Arrive donc le P-36 avec un moteur radial. 2 mitrailleuses étaient montées sur le capot, comme les avions de la Deuxième Guerre mondiale, plus un espace restreint dans la voilure prévu pour une autre mitrailleuse. Il n'avait pas de réservoir auto-étanche. Le blindage protégeant le pilote était minimal et la radio était rudimentaire. Ce n'était pas un chasseur formidable. Néanmoins, l'Air Force les a achetés. Ça a été la plus grosse commande de chasseurs de son histoire. C'était un contrat de 16 millions de dollars, et c'était beaucoup d'argent en 1937. Immédiatement, on a émis des réserves sur l'appareil, car les Allemands avaient leur Messerschmitt Bf 109 et le Spitfire faisait la une de la presse en Angleterre. Les Anglais sont ravis du nouveau moteur Rolls-Royce Merlin à refroidissement liquide et décident de le monter dans leur nouveau chasseur, le Spitfire. L'avion vole alors à plus de 560 km/h. C'est une arme redoutable avec ses 8 mitrailleuses Browning 303 dans les ailes. L'appareil mesure 11,22 m de long et son envergure est de 9,11 m. Le Messerschmitt Bf 109 est la fierté de la Luftwaffe. Ce monoplan compact est doté des dernières nouveautés techniques. Léger, très aérodynamique et propulsé par un moteur 12 cylindres en ligne, il atteint les 570 km/h à 3750 mètres d'altitude. Il est armé de 2 mitrailleuses et d'un canon de 20 mm dans l'axe de l'hélice. L'appareil entre en production en 1936 et en moins d'un an, il est produit en grande série pour la force aérienne de Hitler. Un pilote allemand à bord de son Bf 109 sait qu'il peut se mesurer à n'importe quel autre chasseur. Les Allemands et les Anglais ont une telle avance dans le domaine de l'aviation de chasse qu'il devient indispensable aux Américains de sortir une nouvelle machine. L'US Army est toujours fixé sur un appareil à court rayon d'action volant à basse altitude. Parmi les concurrents, on trouve le Lockheed XP-38, le Bell XP-39 et le Curtiss XP-40. En janvier 1939, le Lockheed P-38, un étonnant bimoteur à 2 queues, sort des ateliers. Il est propulsé par 2 moteurs Allison de 1150 chevaux et doté d'un canon de 37 mm et de 4 mitrailleuses. Après les premiers essais en vol, la France et la Grande-Bretagne passent immédiatement commande de 600 exemplaires.
Après la capitulation de la France, la Grande-Bretagne reprend à son compte sa commande, mais connaît quelques difficultés quant à la livraison des appareils et finit par annuler le contrat. Les États-Unis absorberont la commande et ces premiers modèles leur serviront à l'entraînement. Les derniers modèles de P-38 équipés de réservoirs plus grands et de moteurs plus puissants sortent fin 1944. La firme Bell répond à la demande du gouvernement avec le P-39. Le moteur à refroidissement par eau est placé derrière le cockpit et l'arbre de transmission traverse la cabine à la gauche du pilote. Cette conception permettant de loger un train avant rentrant, l'appareil dispose d'un atterrisseur tricycle. Grâce à la position du moteur, un canon de 37 mm est monté dans l'axe de l'hélice et 4 mitrailleuses synchronisées tirent à travers celle-ci. L'avion est blindé et équipé de réservoirs auto-étanches, deux caractéristiques essentielles pour servir sur le front. Dans un premier temps, le P-39 est propulsé par un moteur à turbocompresseur Allison, refroidi par eau, qui lui permet d'atteindre 627 km/h. Mais celui-ci est vite remplacé par un modèle plus disponible et moins cher, qui réduit la vitesse à 592 km/h. La firme Curtiss anticipe la demande d'un nouveau chasseur et met au point le futur P-40. L'ingénieur en chef de Curtiss, Donovan Berlin, a obtenu la permission de l'Army Air Corps pour monter un moteur Allison de 1150 chevaux à refroidissement liquide et turbocompresseur sur un P-36. L'Air Corps donne à ce programme le nom de XP-40. La mise au point du moteur Allison aux États-Unis a été très longue. Il a tout d'abord été monté sur un P-36 de série, qui est enfin devenu le XP-40. Le XP-40 fait son premier vol le 14 octobre 1938. Deux mitrailleuses sont montées au-dessus du moteur, synchronisées avec l'hélice. Les attaches de voilure permettent d'emporter 6 bombes de 10 kg. Un système de refroidissement par air a été installé sous le nez de l'appareil. L'entrée d'air du radiateur comporte un système de refroidissement élaboré. La vitesse maximale du XP-40 est de 550 km/h à 3700 mètres d'altitude. L'avion est plus rapide que le Hawker Hurricane, mais plus lent que le Spitfire ou le Messerschmitt 109. Sa masse à vide est de 3 tonnes 100. Son autonomie est de 740 km à 480 km/h avec 380 litres de carburant. Il a une envergure de 11,30 m avec une surface à l'air de 22 m². Son fuselage mesure 9,44 m. L'envergure et la surface à l'air ne varieront pas pendant toute la carrière de l'appareil. Le P-40 arrive au bon moment, car Hitler déclenche la guerre en septembre 1939, alors que les forces allemandes protégées par la Luftwaffe envahissent la Pologne. Le monde entier est impressionné par la puissance militaire du Troisième Reich, et plus particulièrement par la Luftwaffe, première armada des airs hautement sophistiquée. Dès 1935, Hitler viole le traité de Versailles en lançant la construction de sa force aérienne, capable, comme il l'affirme, de mettre un toit d'acier au-dessus de l'Allemagne et de faire disparaître le soleil. La production d'avions militaires s'accroît et Hitler commande 4000 appareils entièrement métalliques.
Il a décidé de mener sa guerre dans les airs, et lorsque la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne, il leur faut de quoi contrer la puissante Luftwaffe. Le P-40 finit par faire son apparition, et au moment propice pour Curtiss, puisqu'à ce moment-là, la France a brusquement besoin d'avions, l'Angleterre a besoin d'avions, les États-Unis ont besoin d'avions, et la firme les construit le plus vite possible. Et ce faisant, elle effectue des modifications sur la chaîne en fonction des besoins de la guerre. Blindage supplémentaire, puissance de feu accrue, tant et si bien que le gouvernement ne veut pas arrêter la production. Les militaires du monde entier commencent à remarquer le P-40. Et les commandes étrangères affluent dès mai 1940, lorsque le gouvernement français achète 140 appareils. Immédiatement, Curtiss modifie certaines caractéristiques du P-40 pour le rendre plus apte au combat de première ligne. Les nouveaux modèles reçoivent un moteur moins puissant, mais disponible sans délai, et quelques versions sont prévues pour accueillir une mitrailleuse dans chaque aile. Une fois en service, on ajoute encore du blindage, des pare-brises antiballes et des réservoirs auto-étanches. Les P-40 sont livrés partout dans le monde. Lorsque la RAF réceptionne ses premiers exemplaires, elle exige de Curtiss l'installation de moteurs Merlin fabriqués sous licence par Packard. En 1941, suite à une succession d'accords secrets, quelques P-40 britanniques sont dirigés vers la Chine. L'influence que la Chine a pu avoir sur le déroulement de la Seconde Guerre mondiale est souvent méconnue. La tension entre la Chine et le Japon date de plusieurs siècles, mais au XXe, le conflit se déclare quand le Japon décide de s'étendre vers l'ouest et met en place son empire en s'emparant de la Mandchourie. En février 1940, après la capitulation de Paris, le Japon envahit l'Indochine et commence son avancée sur la Chine du Sud. Les troupes japonaises occupent systématiquement les villes du pays. Les soldats de l'Empire du Soleil Levant sont équipés d'armes modernes et appuyés par une logistique puissante. L'invasion de la Chine est d'une importance cruciale pour les Japonais. Mais, dirigée par Chiang Kai-shek, la Chine cherche désespérément les moyens de contenir l'agression japonaise. La force aérienne chinoise n'est pas équipée d'appareils modernes, mais elle a la chance d'avoir comme conseiller militaire le général américain Chennault. Capitaine en retraite et membre d'une équipe de pilotes acrobatiques également en retraite, il s'installe en Chine et organise le groupe des volontaires américains, ou AVG. L'AVG est une chose intéressante. C'est devenu un véritable phénomène politique. Le général Chennault était conseiller militaire de Chiang Kai-shek. Il a réussi à le persuader qu'une force d'avions de chasse moderne et de bombardiers pourrait arrêter le Japon. Et il s'est battu pour ça. En octobre 1940, Chiang Kai-shek envoie Chennault à Washington pour demander si la force aérienne américaine peut aider à sauver la Chine. Chennault voudrait 500 chasseurs et quelques bombardiers. Dans un premier temps, le président Roosevelt rejette la demande. Mais le 30 novembre, il accorde un crédit de 100 millions de dollars aux Chinois et une centaine de P-40 sont prélevés d'une livraison à l'Angleterre et envoyés en Chine. Chennault lui-même ne se considérait pas comme un politique. Mais pourtant, il a usé de son influence politique comme personne. Il mettait le généralissime ou Madame Chang en contact avec le président des États-Unis. Et les ordres qui en découlaient étaient conformes à ses désirs. Donc, malgré sa personnalité farouchement individualiste, il manœuvrait à la perfection et savait à qui s'adresser pour obtenir ce qu'il voulait, à savoir des avions de chasse et enfin quelques bombardiers. La situation de la Chine est critique et Chennault sait que les missions seront difficiles et qu'il a besoin des meilleurs pilotes. Ces pilotes devaient être très disciplinés et adroits, et il savait où les trouver.
Ils étaient recrutés aux États-Unis et on leur accordait la permission parce qu'on savait que la guerre était inévitable. Les Tigres volants étaient un groupe de volontaires sélectionnés parmi les pilotes réguliers de l'Air Force, ou des Marines, ou encore des hommes de l'US Navy. Ils devaient démissionner temporairement pour devenir un tigre volant, mais il était sous-entendu qu'ils ne perdraient pas au change. Mais ils avaient des privilèges spéciaux. Quand on se bat pour un autre pays, on perd en général la nationalité américaine. Mais il leur a permis de garder leur nationalité et même leur rang d'ancienneté dans leur service. On leur promettait un meilleur salaire et la chance de participer à une vraie guerre, ce qu'ils désiraient tous faire. Au cours de l'été 1941, 240 pilotes sont recrutés. La sélection est extrêmement rigoureuse et finalement, ce sont 105 pilotes qui commencent leur entraînement. Ils ont recruté 100 pilotes qui ont quitté les États-Unis en septembre 1941 pour la Birmanie. Ils devaient défendre la Birmanie et la Chine contre les Japonais. Après leur entraînement, les hommes du groupe des volontaires américains partent en Chine pour se préparer à se battre contre les Japonais. Quand ils sont arrivés en Chine, ils espéraient trouver des escadrilles bien équipées avec de nouveaux avions. Et en fait, on leur a attribué 90 P-40 qui étaient destinés à la Suède et à la Grande-Bretagne. Ils les ont assemblés dans des conditions précaires et les ont mis au point sans manuel d'instruction. Ils ont fait un travail formidable, ce qui leur a permis de disposer d'une puissance de frappe considérable. Le 7 décembre 1941, les nouvelles de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor sont diffusées sur les ondes tout autour du globe. L'événement est stupéfiant et chacun sait que les États-Unis vont devoir entrer en guerre. À mesure que les informations sur le nombre des victimes et l'importance des dégâts arrivent de l'archipel d'Hawaï, les Américains comprennent qu'ils sont en guerre. Les nouvelles de Pearl Harbor renforcent la détermination des tigres volants. Ils n'ont commencé à se battre que 2 semaines après Pearl Harbor et ont participé aux hostilités en Chine et en Birmanie. Les tigres volants sont organisés en 3 escadrons. L'un d'eux part défendre Rangoon et les 2 autres sont envoyés pour défendre une partie de la route de Birmanie dans le sud de la Chine. Les succès du groupe des volontaires américains surprennent les Japonais et les obligent à envoyer des renforts. Le Curtiss P-40, aux mains de pilotes bien entraînés, se révèle bien adapté aux différents types de missions effectuées par les tigres volants. Ils savaient bien utiliser leurs avions. Et lors de leur premier affrontement, ils ont écrasé les Japonais qui ne s'attendaient pas à trouver une opposition de cette trempe. À partir de ce moment-là, les Japonais n'ont plus été en mesure de bombarder la Chine en toute impunité. Les P-40 étaient aussi assez robustes pour faire de l'appui au sol. Ils pouvaient descendre très bas malgré leur moteur à refroidissement liquide, un risque lors des attaques au sol. C'est ce qui leur a permis d'attaquer des positions terrestres, chose tout à fait improbable pour les Japonais à ce moment de la guerre. Et ils avaient l'habitude d'attaquer, mais ils n'avaient pas souvent été agressés. Ils étaient déroutés. Les formations de bombardiers japonais étaient surtout désorientées. Elles qui, depuis 1931, avaient largué leurs bombes sur les villes chinoises sans rencontrer aucune ou très peu d'opposition. Les P-40 apparaissaient et réduisaient de beaucoup en un seul passage le nombre de bombardiers. Certes, ils avaient une autonomie limitée, mais tous les chasseurs avaient ce défaut à l'époque. On leur ajoutait un réservoir auxiliaire pour augmenter leur rayon d'action. Ils avaient une bonne puissance de feu. Plus les tigres volants effectuent de missions, plus ils apprennent à pousser le P-40 à ses limites. Ce qui est intéressant avec les avions,
c'est qu'on connaît très vite leur performance après quelques missions. Mais quand on commence vraiment à bien le maîtriser, on peut lui faire faire des choses que ses concepteurs n'ont jamais envisagées. Et on acquiert une confiance pour essayer des choses qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir faire. C'était un groupe de pilotes exceptionnels et très agressifs, et ils étaient persuadés de se battre pour la bonne cause. Ils avaient un palmarès extraordinaire. 299 victoires contre 8 avions perdus en combat aérien. Ils ont perdu d'autres machines au sol, mais seulement 8 dans le ciel. Les succès des tigres volants sont rapidement connus. La nouvelle se répand vite. Une poignée de volontaires américains donne du fil à retordre aux Japonais avec des avions arborant des dents de tigre peintes sur le fuselage. Les dents peintes sur les avions ont une histoire intéressante. Les Allemands les avaient utilisées les premiers sur une escadrille de Messerschmitt 110 dénommée l'escadrille des requins. Les Australiens les avaient aperçus et avaient fait la même chose sur des P-40 opérant dans le désert occidental égyptien. Le P-40 a une configuration frontale parfaite pour ce genre d'exercice, parce qu'on dirait vraiment une gueule ouverte. Un des membres des Tigres volants les a vus lors d'un voyage en Afrique pour convoyer quelques nouveaux P-40. Il a voulu en faire sa marque personnelle. Il a demandé la permission au général Chénaud et celui-ci lui a répondu que c'était un emblème formidable à peindre sur tous les avions. Et c'est ce qui les a rendus célèbres. C'est devenu le symbole des tigres volants. Au cours des 6 semaines d'affrontements pour la défense de Rangoon, les tigres volants se battent à 31 reprises contre les Japonais. Le groupe des volontaires américains détruit 217 appareils ennemis et ne perd que 4 pilotes et 16 machines. Les tigres volants ont beau avoir une puissance de feu supérieure, les Japonais semblent disposer d'une réserve inépuisable d'avions et de pilotes. La route de Birmanie ne peut être défendue et le 6 mars 1942, Rangoon tombe aux mains des Japonais. Les tigres volants changent de stratégie et attaquent les bases aériennes ennemies avec succès. Mais le groupe des volontaires américains va bientôt être intégré dans l'Army Air Corps, car les États-Unis sont maintenant en guerre contre le Japon. À la fin du mois d'avril, le général Chennault retourne dans son corps d'origine en tant que général de brigade et en quelques mois, les volontaires américains font partie du 23e groupe de chasse. Les Chinois organisent des cérémonies pour remercier les tigres volants de leur coopération à la lutte contre les Japonais. Et Madame Chang intervient pour qu'ils continuent à défendre la Chine contre les forces aériennes japonaises. Pendant les premiers temps de la guerre, la production des usines d'avions japonaises s'effectue à un rythme sans précédent. Les avions ont beau être détruits par les Alliés, les Japonais réussissent à fournir à leurs forces aériennes les appareils indispensables à leur expansion en Asie. La Chine reste un défi important pour le Japon. Et maintenant, elle dispose de l'appui officiel de l'Army Air Corps. De plus en plus de pilotes et d'avions sont envoyés pour défendre l'espace aérien chinois. Parmi eux, un jeune homme nommé Donald Lopez. J'étais très impressionné de faire partie d'un groupe aussi célèbre. J'avais lu le livre de Robert Scott, God as My Co-Pilot, donc je savais ce qu'ils avaient accompli. Je me suis toujours intéressé à l'aviation. Le premier film que j'ai vu, c'était Wings, en 1929-1930. J'étais un petit garçon de 4 ans quand Lindbergh a fait sa traversée. Je me souviens d'avoir attendu, assis sur le trottoir à Brooklyn, le passage de sa voiture. J'ai toujours été passionné d'aviation.
Lorsque je suis arrivé à l'université de Tampa, en 1941, il y avait un cours dénommé « Programme de formation de pilotes civils », où on apprenait à piloter gratuitement. Je m'y suis inscrit, et c'est comme ça que j'ai appris. Et quand la Seconde Guerre mondiale a commencé, je me suis engagé dans les cadets de l'aviation. Je n'ai pas été convoqué tout de suite parce que les écoles de pilotage étaient tellement pleines qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Mais en septembre 1942, j'ai passé mon brevet. Pour la formation complémentaire, j'ai choisi les monomoteurs parce que je voulais être pilote de chasse. Et c'est là que j'ai été sélectionné pour piloter un P-40 pendant 10 heures. Ça a été mes 10 dernières heures en tant que cadet. On s'est entraîné en Inde, où on nous a fait découvrir les avantages et les faiblesses du P-40. C'était un avion robuste qui descendait bien en piqué, pas vraiment vite, mais aussi vite que les Oscars, les avions japonais que nous devions affronter. On avait à peu près la même vitesse, mais on n'avait pas la même maniabilité. Les avions japonais étaient extrêmement agiles parce qu'ils pesaient dans les 2,5 tonnes, alors que les nôtres pesaient 4 tonnes. On ne pouvait pas virer pendant les exercices. On nous empêchait de le faire. Les pilotes de chasse sont formés à combattre l'ennemi en virant. Contre un Messerschmitt, c'est la marche à suivre. Mais là, ça ne servait à rien. On ne pouvait pas virer assez vite. Donc, on nous entraînait à rester par deux, à attaquer en piqué, tirer, laisser marcher et remonter, puis recommencer. La première chose que j'ai remarquée à mon premier décollage, c'est qu'il y avait beaucoup de couples. Si on tirait vers la gauche fortement, on arrivait à virer. Il fallait comprendre qu'on ne corrigeait pas seulement un peu la dérive, mais qu'il fallait pousser dessus vraiment fort et essayer de le faire filer droit au décollage. On finissait par s'y habituer. Mais la première fois, on avait l'impression de dériver complètement. Après avoir réussi son entraînement, Lopez est envoyé au combat au-dessus de la Chine. Mes 8 premières missions étaient des missions d'attaque au sol. Les Japonais, à l'époque où je suis arrivé, opéraient dans la région du lac de Tonkin, près de Hankao. Ils attaquaient les paysans chinois et les troupes pour s'emparer des récoltes de riz afin de nourrir les leurs et la population civile au Japon. Ils faisaient ça chaque année. Notre tâche consistait à essayer de les en empêcher. On faisait beaucoup de missions de mitraillage sur des bateaux, des véhicules et des chevaux, surtout ceux qui transportaient de la nourriture hors de Chine. Au fur et à mesure que les missions de Lopez se diversifient, sa maîtrise du P-40 s'améliore. Ils avaient 6 mitrailleuses de 12 mm 7. C'était une bonne puissance de feu. Les Mustangs avaient la même chose, mais on était limité en munitions comme tous les avions de chasse. On embarquait environ une trentaine de secondes de munitions, il fallait donc se rationner, tirer des salves très courtes. Ma première mission de combat aérien a eu lieu le 12 décembre. Les Japonais nous avaient bombardés le 10 décembre. Ils nous avaient pris par surprise en attaquant en rase-motte. C'était un jour très brumeux et ils avaient vraiment bien endommagé notre terrain et détruit plusieurs avions. Le 12, on a appris qu'ils étaient de retour. They were coming back for another raid. We got the report they were coming in. J'étais dans la 3e formation de 12 avions et j'étais le numéro 2. Le commandant nous avait ordonné de laisser les 2 premières voler bas parce qu'il pensait que les Japonais attaqueraient en rase-motte, ce qu'ils ont fait. Notre groupe devait grimper et assurer la couverture. En écoutant les échanges radio, Lopez comprend que son escadrille vient d'engager les Japonais. En dessous de nous, il y avait 35 à 40 Oscars. C'étaient vraiment des avions magnifiques. Ils avaient un camouflage vert clair et vert foncé et de grandes cocardes rouges. Ils volaient en cage à écureuil, comme on disait. Ils montaient, descendaient et bougeaient dans tous les sens. Ils n'étaient pas en formation comme nous. Donc on a plongé dans la mêlée en tirant. Je n'ai rien touché si ce n'est le sol. Puis on a disparu dans une couche de brume.
Dans les nuages, Lopez perd le reste de sa formation et décide de remonter pour retrouver d'autres P-40. Au loin, j'ai vu un Oscar qui poursuivait un P-40. Et bien qu'hors de portée, je lui ai tiré dessus. J'ai foncé pour qu'il cesse d'attaquer l'autre avion, ce qu'il a fait en fonçant droit sur moi. On allait se croiser. J'étais un peu plus haut, donc je piquais légèrement et il grimpait. À portée l'un de l'autre, il a commencé à tirer et j'ai riposté. Je voyais que je faisais mouche. Je voyais les éclairs juste devant son avion. Moi aussi, j'étais touché. Je ne le savais pas, mais j'ai trouvé pas mal de trous dans mon appareil en revenant. Sans vouloir le percuter, je ne voulais pas non plus tourner parce que je n'avais pas envie de voir mes trousses. Donc, à la dernière seconde, avant la collision, il a viré brusquement à la verticale et mon aile gauche a touché la sienne. J'ai dû perdre 60 cm à 1 mètre de mon aile. Je l'avais touché juste à la limite du rayon des hélices. Et il avait perdu presque toute son aile gauche. Quand j'ai regardé derrière, je l'ai vu tournoyer. Ils ont trouvé son avion plus tard, il s'était écrasé. Quant au P-40, une fois que j'ai eu de nouveau les yeux en face des trous, il volait presque comme avant, mais j'avais perdu mon tube de pitot et je n'avais plus d'indication de vitesse. Ce n'était pas très grave. Lopez et son escadron, avec leur P-40, continuent d'infliger de sévères pertes aux forces aériennes nippones, incapables de répliquer. Les Japonais craignaient beaucoup le P-40. Ils savaient que ce n'était pas notre meilleur appareil, mais ils leur donnaient du fil à retordre. Ils avaient beaucoup de respect pour la machine. C'était un avion très robuste. Ils nous tiraient dessus avec tout ce qu'ils avaient. Je revenais criblé d'impact, mais en volant. Une fois à Kwai Lin, mon avion était garé à côté de la piste et un P-51 qui décollait a fait passer le bout de son aile à travers l'hélice de mon avion. Sur les photos, on dirait que le P-40 a mordu l'aile. Il a fallu remplacer la section avant et on m'en a mis une sans les dents parce que le gars qui les peignait n'était pas là. J'ai dû aller combattre les Japonais à coups de gencives pendant quelques semaines. En 1943, les problèmes apparaissent. La rareté des moteurs Merlin fabriqués par Packard oblige à monter sur les P-40 des vieux moteurs Allison moins puissants. De plus, de nouveaux chasseurs, comme le North American P-51 Mustang, entrent en service. Arrivé jusque-là sans encombre, le vieux P-40 ne peut plus faire face aux nouveaux avions qui apparaissent. Sa fin semble toute proche quand les North American P-51 Mustang effectuent leur première mission en décembre 1943. Ce jour-là, ces derniers escortent des bombardiers B-17 pour une mission à grande distance au-dessus de l'Allemagne. La mission est une réussite et les pilotes des Mustangs sont impressionnés par les capacités de l'appareil à rester à haute altitude, à grande vitesse et sur de longues distances. North American a commencé la mise au point du P-51 pour remplacer les P-40. Mais le gouvernement continue de passer commande à Curtiss parce que la firme peut fabriquer en grande quantité et respecter les délais de production. Mais les choses vont changer rapidement. Lorsque quelques exemplaires du P-51 arrivent en Angleterre pour assurer des missions d'appui tactique, la RAF décide de tester les capacités de l'appareil à d'autres tâches. Selon un officiel anglais, le Mustang s'avère le meilleur chasseur américain essayé en Grande-Bretagne. La RAF réussit à convaincre les dirigeants de North American d'installer les nouveaux moteurs Rolls-Royce à la place des Allison. Avec ce gain de puissance, le Mustang est le meilleur de tous les avions de chasse, capable de voler à grande vitesse à des altitudes exceptionnelles. À la fin de la guerre, plus de 5500 exemplaires sont en service au sein des forces alliées. Le P-51 a été conçu dès le départ comme un remplaçant du P-40 et fin 1943, le processus est en marche. La firme Curtiss-Wright, qui avait obstinément refusé de lancer de nouveaux modèles, voit son P-40 remplacé par un avion beaucoup plus moderne.
La firme Curtiss avait été sur le devant de la scène des avions de chasse américains pendant des années. Elle s'était étendue, elle était devenue trop administrative. Elle faisait partie d'une holding. Ils achetaient des firmes aéronautiques et entretenaient d'excellents rapports avec les militaires parce qu'ils les fournissaient depuis si longtemps et fabriquaient leurs moteurs depuis des années. Ils se sentaient installés et ils sont devenus paresseux. Ils ont commencé à perdre leur position. Et un des moyens de péricliter consiste à tirer trop longtemps sur un produit. C'est ce qu'ils ont fait avec le P-40 et ses évolutions. Ils n'ont jamais pu produire un avion en série après le P-40. Ils ont pourtant souvent essayé. Ils ont sorti le P-46, le P-60, le P-62, le XP-87. Aucun d'eux n'a été produit en série, et la compagnie a cessé ses activités. Ironiquement, après la guerre, alors qu'ils n'avaient plus aucun projet à proposer, ils avaient une trésorerie fabuleuse. Ils avaient accumulé une fortune pendant la guerre. Ils avaient d'immenses moyens et se sont diversifiés dans d'autres domaines. La société Curtiss-Wright existe toujours, mais elle ne fabrique plus d'avions. Le dernier Curtiss P-40 est sorti des chaînes de l'usine le 30 novembre 1944. C'était le 13 738e exemplaire. Le P-40 a marqué la Seconde Guerre mondiale. L'avion était très respecté, tout le monde le sait. Ce n'était pas le meilleur avion du monde en termes de performance, mais il a un bon palmarès. Quand on a reçu nos premiers Mustangs en Chine, c'était des P-51, B et C. On s'est aperçu qu'ils n'avaient que 4 mitrailleuses au lieu de 6. On n'aimait pas du tout ça, et on les aurait bien échangés contre nos bons vieux P-40. Il y a une chose avec les avions. Même si l'appareil est mauvais, c'est en volant avec qu'on finit par l'apprécier. De très mauvais avions ont été mis en service, mais les pilotes qui ont volé à bord ne jurent que par eux. Le P-40 est peut-être ce genre de machine, mais c'était quand même un bon avion pour son époque. Il est juste arrivé un peu trop tôt par rapport aux autres machines qu'il a dû côtoyer. Le Curtiss-Wright P-40 s'est taillé une place à part dans l'histoire de l'aviation. Il a non seulement été l'avion des tigres volants, mais il a servi les Alliés aux 4 coins du monde, et c'est ce qui en a fait une aile de légende.